En fait, qu'est-ce que c'est quand même lancer une boîte? C'est dire à tout le monde, coucou, vous vous êtes trompé, vous auriez dû faire ça, vous l'avez même pas vu, et moi je vous dis que ça peut marcher. Ouais. Il y a un côté positif à l'impermanence, c'est que les moments difficiles aussi sont impermanents. Donc ça, Donc hello Maxime, on se retrouve pour le second épisode de ma nouvelle série qui est Forbes Tully on the Tully. Donc on a essayé un peu de démythifier ce titre, ce fameux titre que certaines personnes qui ont moins de 30 ans peuvent recevoir. Donc tu fais partie de ces chanceux-là. Donc c'est drôle parce que avant que tu te présentes, il y a il y a au moins deux choses que les gens ne savent pas en nous écoutant, en nous regardant. C'est que déjà il y a une distance assez importante qui nous sépare. Moi je suis à Paris, toi t'es en Australie. Donc là il est à peu près 8h du matin chez moi. Toi il est quelle heure déjà? 6 heures du coup. Ouais, 6h. Il y a une seconde chose que les gens ne savent pas, c'est que tu fais 2m07. Oui, ça Et là, les gens ne peuvent pas le voir, mais moi, si tu veux, quand j'ai vu ça, j'étais un peu jaloux parce que moi, j'ai fait du basket pendant longtemps. Et je pense que j'aurais bien voulu avoir quelques centimètres de plus. c'est mieux d'avoir le talent que la taille, hein, donc t'as la meilleure partie des deux. Et j'ai vu que t'as fait du basket. Ouais, c'est exact, ouais. Et t'as pas voulu être pro? Il y a eu un moment où j'ai un peu hésité, et puis j'ai finalement décidé d'aller sur des activités où j'utilisais un peu plus le cerveau que les autres organes. D'ailleurs, ces activités qui t'ont permis d'entrer dans le classement Forbes Tully on the Tully. Est-ce que maintenant, pour commencer l'épisode, tu peux te présenter à tout le monde? Oui, très bien. Merci déjà pour l'accueil et félicitations pour ce nouveau podcast. Merci. Comme tu l'as dit, Maxime, Forbes 30, Under 30 2022, Asie, donc on aura l'occasion d'en discuter plus. Avec, disons, comment je me définirais, je dirais artiste and entrepreneur et entrepreneur. Avec une expérience assez cosmopolitaine et un peu aux quatre coins du monde, à développer des business dans différents secteurs. Et voilà, je suis ravi d'aller plus en détail sur les différents éléments et milestones qui ont constitué ce chemin jusqu'à aujourd'hui à Sydney, d'où je te parle. Exactement. On va. J'ai plus de 30 ans maintenant parce que je l'ai eu avant, donc Ah, tu vois, j'aurais dit 30 ans, moi. 31. Donc, Ok. voilà. Et le moment où je l'ai reçu, j'avais toujours moins de 30 ans, donc ça passe. Bon, ça va, c'est plus important. Donc, effectivement, là t'as mentionné qu'en fait, toi, tu fais partie de Asie. Donc, tu as été dans le classement Asie. Est-ce qu'il y a des différences, ouais, peut-être des critères en fonction des régions, tu penses? Alors, je ne suis pas représentant de Forbes Magazine pour donner ces explications. En fait, je sais que j'avais rencontré d'ailleurs une des créatrices du prix Forbes qui bossait pour Forbes à New York. Elle était passée à Sydney, j'ai rencontré il y a quelques mois. En fait, ils ont commencé aux États-Unis, comme Ok. c'est un magazine américain. Je crois que c'était 2015 ou 2016, ils ont commencé ça aux États-Unis. Et après, ils ont rajouté d'autres régions, donc directement de Forbes Monde, donc si tu veux le Forbes magazine global. Mhm. Ils ont commencé US et après ils ont rajouté Europe et Asie. D'accord. Et après, il faut savoir que le modèle de Forbes, ils ont des franchises, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rachètent le droit de pouvoir créer des Forbes locaux dans différents pays. Donc si tu veux, c'est des sortes de joint venture / franchise, il y a différents modèles sur les pays, je n'ai pas les détails, je dirais, capitalistiques de chacun, mais en gros, ils sont relativement indépendants, mais ils bénéficient de la marque Forbes et ils ont un certain nombre D'accord. de critères à suivre. Et donc dans ce cadre-là, il y a aussi potentiellement des Forbes de pays qui vont créer leur Forbes 30. Donc par exemple, je sais pas, j'ai vu par exemple Forbes Brazil, ils ont leur Forbes 30 qui n'est pas décerné par Forbes Global, mais par l'entité locale du Brésil. Pareil, à l'époque, il y avait un Forbes Russie, je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais voilà, et d'autres gros marchés comme ça, où il y a un Forbes spécifique. Mais il y en a peu, en fait, où il y a une version locale nationale. Et celui qui est le plus reconnu, c'est celui au niveau monde, et donc avec ces trois catégories, Europe, Asie et Amérique du Nord pour l'instant. Donc de manière intéressante, il n'y a pas encore de version
Amérique latine, c'est plutôt au niveau de certains pays qui vont choisir de faire un prix local. Mhm. Au niveau Afrique, je crois qu'ils en ont lancé un très récemment, mais avec que une ou deux années de batch, et c'est au niveau, je crois, de Forbes Afrique, mais à vérifier. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire, bon, peut-être selon toi, quels ont été les aspects en fait de ton parcours qui ont fait que tu as été dans ce classement? Alors, déjà, il y a bon, voilà, les conditions. Quelles sont les conditions? Il faut avoir moins de 30 ans, évidemment, au moment où ces programmes sont faits. Et en gros, la majorité des gens qui reçoivent ce prix sont liés soit à l'entrepreneuriat, Mhm. soit en tant qu'investisseur, ou en tant que founder, ou en tant que directeur de start-up à succès, soit de secteurs comme le sport ou la musique et les arts. D'accord. Donc de manière générale, il y a une grande majorité. Enfin, j'ai vu statistiquement, j'ai pas fait les calculs exacts, mais en gros, 80% des gens qui sont liés voilà, à l'entrepreneuriat et 20% musique, art, sport, gastronomie, etc. Et donc toi, tu sais pourquoi Donc, enfin, tu moi, penses que c'est l'entrepreneuriat? voilà, c'était dans le cadre de l'entrepreneuriat et notamment de mes activités en tant que managing director de Flash Coffee en Ok. Indonésie, pour lequel voilà, on a cru à une vitesse très importante. Mhm. On est devenu une marque importante sur le marché indonésien avec plus de presque 100 magasins sur les principales villes d'Indonésie, donc Jakarta, Bandung, Surabaya, et voilà une marque une marque à succès localement, backée par des investisseurs as well d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Euh, voilà, je pense qu'il y a un autre point à prendre en compte, c'est Forbes, c'est aussi un magazine, c'est aussi une communauté, donc il y a la Forbes Team, il y a d'autres voilà, Ouais. types de communautés au sein qui ont été promues par Forbes. Et donc il y a aussi une dimension network, c'est-à-dire qu'il y a une dimension nomination, donc le fait d'être nominé par des alumni existants. En Mhm. plus, alors il n'y a pas de document officiel là-dessus, mais en gros, on peut être comme pour d'autres prix, on est nominé par des personnes. Donc n'importe qui peut nominer quelqu'un. Même Ah. sans être Forbes 13, n'importe qui peut nominer des gens pensant que cette personne correspondrait aux critères de Forbes 30. Et évidemment, les nominations d'anciens Forbes 30, Compte évidemment, peut-être plus. Ouais. potentiellement en tout cas, peuvent être aussi valorisées. Donc en termes de Mhm. stratégie pour ceux qui nous écoutent, voilà, je pense qu'il y a il y a une dimension network qui peut être importante. Enfin, moi, c'est pas du network, je dirais, familial ou etc. C'était plus mon évolution dans l'écosystème startup, ma passion pour l'entrepreneuriat, et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens qui m'ont inspiré et qui ont été d'accord pour me nominer as well. Et j'ai moi-même nominé d'ailleurs de nombreux Mhm. entrepreneurs, notamment en Asie et en Indonésie. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et comment t'as appris cette nomination là dans le classement? Alors j'ai eu d'abord alors en fait ils font quand même plusieurs tours de vérification. Donc la première étape c'est chaque année il faut suivre selon les régions, c'est des timelines différentes. Il y a donc Forbes sur le site de Forbes la possibilité de directement nominer des personnes selon Asie, Europe ou Amérique du Nord. Mhm. Plusieurs personnes du coup peuvent te nominer jusqu'à une date butoir qui est en général en fin d'année. Donc pour cette année 2024, ça sera probablement jusqu'à fin décembre 2024. D'accord. Et les nominations, les résultats sont en général vers le milieu d'année, donc mai de l'année suivante. Et entre-temps, ils ont en fait, d'ailleurs ça c'est généralement public sur le site de Forbes, ils présentent les membres du jury, qui sont les personnes qui vont revoir les applications, Mhm. décider qui va recevoir du coup La nomination. nomination, ouais. Et, et donc ils vont faire des vérifications et des appels. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui nominent donnent leur contact, leur téléphone, leur email, etc. Et donc après il y a des staffs de Forbes qui appellent ces différentes personnes-là pour poser des questions supplémentaires par rapport aux éléments qui ont été avancés comme étant des raisons pour avoir cette personne nominée, et qui vont également, en général dans mon cas en tout cas, appeler la personne qui a été dominé. Donc j'ai été appelé par un membre de journaliste de Forbes en Asie qui m'a posé des questions, des clarifications par rapport aux éléments qui avaient été mis dans les nominations. Et je sais qu'il a aussi appelé
différentes personnes qui m'avaient nominé. Ok. Et si maintenant on réfléchit autour de l'impact de voilà, de cette nomination-là, est-ce que cette reconnaissance-là, si tu veux, ça t'a ouvert des nouvelles portes? Je pense que, en fait, qu'est-ce qui finalement regroupe les nominés Forbes 30, c'est vraiment cette passion pour l'entrepreneuriat, cette motivation et cette ambition de construire des business voilà, viables et qui apportent de la valeur dans l'écosystème. Et donc, je pense que la valeur première, elle est en termes de rejoindre une communauté, tout simplement. D'accord. Si on y réfléchit, il y a toujours les communautés auxquelles on fait partie, qui nous accompagnent tout au long de notre carrière, qui sont les communautés, par exemple, d'écoles de commerce, etc., qui sont très bien, mais en fait, c'est très limitant, parce qu'en réalité, il y a énormément de bonnes écoles dans le monde, quel que soit le secteur. Et donc, si on fait on a accès qu'au réseau de sa propre école, c'est vraiment limité en termes de networking. Donc, la beauté de Forbes 30, je trouve, que ça permet de rejoindre des gens, ça crée une communauté qui est globale, de gens qui partagent voilà, un certain mindset, growth mindset, et qui sont qui vont pouvoir networker, partager leurs idées, leur vision et s'entraider mutuellement as well. Et donc il y a pas mal de groupes WhatsApp, voilà, différents formats. Il y a des événements. Donc moi j'ai participé en décembre 2023 à un événement à Singapour pour Forbes 30 Asie. Okay. C'était 2 jours à Singapour, c'était très sympa, ça a permis de rencontrer pas mal de gens de toute la région. Et il y avait des événements, il y avait des conférences, des événements de networking. Sympa. C'était vraiment, voilà, pour moi, ce qui a le plus de valeur. Après, évidemment, c'est pas un diplôme, donc c'est pas une garantie de quoi que ce soit en termes de compétences ou de connaissances. Voilà, c'est plus une communauté de like-minded individuals, in a sense. Et t'as rencontré des personnes aujourd'hui qui sont des amis Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a énormément de différentes industries, il y a énormément de différents pays avec des problématiques c'est vrai qui peuvent être très différentes. Mais en réalité, la vie d'un entrepreneur, il y a énormément de points communs. Et le plus on discute avec d'autres personnes qui sont sur des projets différents, le plus on réalise que les similarités sont très importantes aussi. Ok. L'opportunité d'apprendre des autres entrepreneurs dans l'écosystème est vraiment bénéfique. Et si on continue un peu sur sur l'utilisation, voilà, de ce prix, comment est-ce que toi tu le mets en avant dans ton business directement? Par exemple, pour ce que tu viens de lancer aujourd'hui, Upworth, et on en reparlera. Comment est-ce que tu le mets en avant, et est-ce que ça, si tu veux, ça augmente le taux de conversion? Alors ça, j'ai pas encore les données pour te répondre, mais je pense qu'en effet, je le mets sur mon profil LinkedIn. Je pense que si tu réfléchis, quel a été un peu le coup de génie de Forbes là-dessus, c'est que dans l'entrepreneuriat et dans le monde des startups, tu dois aller beaucoup plus vite que dans le business normal. Les business normaux, ils prennent des années, ils sont déjà là, ils sont déjà au top, ils ont déjà 80% du marché, etc. Donc ils n'ont pas besoin d'aller vite. Les startups, le concept d'une startup, c'est que tu vas très très vite grossir un business de rien à beaucoup, en très peu de temps et avec des gens qui ont cet appétit pour le risque et qui pour beaucoup sont jeunes et inexpérimentés. Et donc en fait, c'est vraiment ça s'intègre, je pense, dans cette logique de dire ok, des gens qui n'ont pas encore voilà, on voit qu'il y a du potentiel, on voit qu'il y a de l'ambition, on voit qu'ils ont commencé à construire des choses intéressantes. On va essayer de leur donner un boost et de les aider justement dans l'écosystème business de manière générale pour dire, voilà, aux personnes qui sont en dehors finalement de cet écosystème startup, voilà, regardez ce que ces gens font, essayez de voir si vous pouvez pas travailler avec eux parce que voilà, il y a du potentiel aussi pour vous, business plus stable et peut-être plus développé, plus mature. Donc je pense que ça c'est une valeur en effet importante. C'est comme un diplôme, c'est ce qu'on appelle du signaling, quoi. C'est au final en soi, il y a une information seule va pas tout faire, mais c'est plus une accumulation de signaux qui vont permettre d'aller de l'avant. Donc le fait que tu aies tel et tel diplôme, que tu aies fait telle expérience, que tu es Forbes 30, je pense que pris individuellement, chacun de ces signaux
ne sont pas forcément exceptionnels, mais c'est une question aussi de les mettre ensemble. Et comme tu le sais, et donc je pense que c'est important, et c'est peut-être de la valeur pour les auditeurs, il y a eu pas mal de backlash, notamment aux États-Unis, sur les Forbes Under 30, parce qu'il y avait évidemment quelques fraudeurs notoires qui avaient eu ce prix aux États-Unis, comme la fondatrice de Theranos, comme le fondateur de la boîte de crypto. Oui, exactement. Voilà. Donc moi, quelle est un peu ma vision là-dessus, parce que je ne dis pas qu'il y a eu ça. En fait, ce qu'il faut savoir, ma vision, c'est que en fait, il y a un taux faible, certes, mais il y a un taux faible de fraudeurs dans tous les domaines, dans toutes les industries, à tous les niveaux, depuis à tous les niveaux d'hierarchie, en fait. Et évidemment, quand tu considères des gens qui ont été particulièrement à succès, donc particulièrement médiatiques, et bien évidemment, ils ont toute l'attention et sur ces personnes-là, et ils l'ont mérité, et ils doivent être emprisonnés et jugés par la justice. Mais en fait, statistiquement, j'attends qu'on me dise qu'il y en ait plus de cette certification-là que d'autres. Et j'ai trouvé aussi que les Forbes 30 étaient attaqués un peu injustement, puisqu'en fait, bizarrement, Sam Bankman-Fried, donc le fondateur de FTX, il a fait Stanford aussi. Bizarrement, tout le monde s'est pas mis à protester à Stanford. C'est une école de merde, c'est tous des corrompus. Enfin, voilà. Donc j'ai trouvé qu'il y avait aussi un peu une dimension un peu hypocrite de peut-être certaines personnes qui avaient aussi ressenti une frustration parce qu'ils n'avaient pas peut-être eu ce prix-là, et donc un peu une réaction un peu à la va-vite qui pour moi ne reposait pas sur des arguments solides. That said, en effet, c'est un effort de tous les jours, et je pense que c'est une responsabilité pour chacun, Forbes 30 ou pas, d'essayer d'identifier dès qu'il y a des dérapages éthiques et que les personnes qui contreviennent à la loi soient jugées. Évidemment. Et tu parles de tous ces événements qui ont été mis en place par du coup la communauté Forbes. C'est pas seulement l'Asie. T'as rencontré le monde un peu entier? Alors l'événement auquel j'avais participé à Singapour était organisé pour les alumni, si je peux me permettre cette expression, d'Asie. Et il y a mais en fait, même si c'est un événement Asie, puisque c'est plus pratique pour les gens en Asie de venir, il y avait des gens qui venaient d'autres régions qui avaient aussi décidé de venir, et il y a aussi des événements qui sont organisés régulièrement dans le Moyen-Orient, aux États-Unis. Enfin, après c'est une question de choix. J'aurais pu aussi moi-même participer à plus d'événements, mais c'est vrai que pareil, quand c'était plus loin, quand c'était aux États-Unis, oui, bien sûr, j'étais pas dispo à ce moment-là, mais j'aurais pu aussi, j'étais aussi invité, convié à joindre les événements. Donc il faut suivre, et c'est en fonction. Après, c'est un choix. Il y a des gens qui probablement n'ont jamais participé à aucun de ces événements, et c'est comme toute communauté. Il y a des gens qui sont plus ou moins impliqués, dans la communauté, impliqués, exactement. Ok, bon, maintenant on passe à la seconde partie du podcast. C'est la partie qu'est-ce que tu as de, donc par exemple qu'est-ce que tu as de français, etc. Ce sera d'ailleurs la première question. Donc pour apprendre à te découvrir un peu, et je les ai basés en fonction de tes différentes expériences. Donc la première question que je te pose, c'est effectivement du coup qu'est-ce que tu as de français maintenant que tu habites si loin de la France? Voilà, mais ce qui est français, j'ai le passeport. Non, mais je suis français, je suis né à Saint-Germain-en-Laye, j'ai déménagé en France tous les 3 ans, donc pendant toute ma jeunesse, j'ai grandi en France. Donc voilà, c'est assez, pour cette première question, c'est assez simple, parce que d'être français. Est-ce que tu as une caractéristique, on va dire une sorte... J'ai pas travaillé en France de ma carrière. J'ai étudié en France puisque j'étais à Sciences Po, et j'ai fait une partie de l'ESSEC en France, mais et Saint-Cyr également, mais j'ai jamais travaillé dans une entreprise en France. Et est-ce que peut-être tu as une particularité en tant que Français, toi qui as voyagé dans le monde entier, est-ce que tu vois peut-être que toi en tant que Français, tu as peut-être une manière de voir les choses différentes, quelque chose comme ça? Absolument. D'ailleurs, mon cofondeur ici est aussi français, rencontré à Sciences Po il y a 13 ans. Enfin, français et australien maintenant, du coup. Mais clairement, je pense que moi, c'était vraiment...
en plus des lieux évidemment où j'ai grandi, qui sont voilà, différents lieux dans différentes parties de France. Donc au contraire, je me trouve que je suis très français dans ce sens où je suis moins local d'une ville particulière ou d'une région particulière que français, puisqu'en fait j'ai grandi dans le sud, dans l'ouest, dans le nord, dans le centre, etc. Donc j'ai vu vraiment différentes, et j'ai été membre de, voilà, de communautés dans différentes parties de l'Hexagone. Je pense, ouais, la première chose, c'est la langue, enfin, c'est la culture et la langue. Et moi, personnellement, je suis passionné de littérature, j'ai écrit des nouvelles, des pièces de théâtre. Ça, c'est français. Et ça, c'est très français, notamment en Australie. Non seulement c'est un goût pour la littérature française et la philosophie, etc., mais en effet, le fait de s'y intéresser est déjà aussi quelque chose d'assez typiquement français, qui peut du tout partager dans d'autres cultures, qui l'est plus dans certaines. Par exemple, en Australie, là, c'est très très marginal. C'est pas un intérêt classique, je dirais, statistiquement par rapport à la France. Ok, bon ben continuons. Qu'est-ce que tu as d'africain? Parce que j'ai vu que tu as fait des stages en Algérie, à Abidjan, au Maroc, un peu partout. C'est ça. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que quand j'avais 9 ans, on a adopté avec donc mes parents un frère et une sœur d'Éthiopie, d'Addis Abeba. Voilà, on est quatre, deux enfants biologiques, deux enfants adoptés. Et donc voilà, ça c'est voilà, donc déjà depuis l'âge de 9 ans, je suis africain. De ce point de vue-là. Par ailleurs, je me suis du coup intéressé à l'histoire, la culture et d'autres éléments d'Afrique. Alors, disclaimer, en effet, l'Afrique est un continent immense et extrêmement varié, donc il n'y a pas une Afrique, il y a énormément d'Afrique avec un S, évidemment, et notamment une des distinctions, c'est en effet Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, avec l'influence qui a été plus musulmane et arabe dans le Nord, et voilà, des influences un peu différentes en Afrique subsaharienne. Ouais, donc quel côté africain j'ai? Donc il y a ce premier-là, il y a le côté en effet que j'ai travaillé la première fois en Afrique, c'était au consulat de France au Cap en 2013. Après j'ai eu l'opportunité de travailler chez Jumia Food, donc l'équivalent de Uber Eats en Algérie, à Alger, et en Côte d'Ivoire également en 2016 pour un fonds de private equity, donc de capital investissement qui investissait dans des mid-cap en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Et j'ai commencé ma carrière à Casablanca dans des cabinets de conseil en stratégie, chez Stratégien des Roland Berger. Donc pas mal. Et en plus de cela, j'ai fait un test d'ADN, donc ça, en dehors de la France, parce que je le rappelle, c'est pas autorisé en France, mais pour la petite histoire. Et j'ai découvert 1,4% d'après les estimations d'origine nigériane. Donc, c'est 1%, mais voilà, donc aussi, même au niveau génétique, j'ai aussi des origines africaines. Mais voilà, et moi, voilà, qu'est-ce que ça m'a beaucoup apporté dans ma carrière au niveau pro, mais aussi au niveau perso. J'ai adoré toutes mes expériences que j'ai pu avoir en Afrique, la scène, disons, l'énergie et la fête, notamment à Cape Town, en Afrique du Sud, qui était vraiment super sympa, en plus d'une ville incroyable. Abidjan, c'est pareil, il y a le côté énergie, le côté sens de l'humour. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié le sens de l'humour, l'énergie positive qu'il y avait un peu partout où j'allais en Côte d'Ivoire. Et bon, après j'ai aussi appris un peu l'arabe darija marocain quand j'étais à Casa, et aussi un peu l'arabe algérien qui est, dans les deux cas, ils sont assez proches comme langage. Enfin, c'est des on peut dire des dialectes différents, influencés de l'arabe, différents mais assez proches finalement, et avec notamment le point commun entre les deux, avec plus dans le cas de l'Algérie, mais beaucoup de mots français transformés ou non qui rentrent dans le langage courant. D'accord. Donc, c'était très intéressant de ce point de vue-là as well. Et là, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est toi, sinon tu veux que tu es un entrepreneur aujourd'hui, comment ils sont les entrepreneurs en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord? Par rapport peut-être... Ouais, alors ça c'est une bonne question, mais honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment un continuum du profil entrepreneur à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe. Enfin, voilà, les caractéristiques peuvent être communes, mais en même temps, un entrepreneur... il n'y a pas un archétype en fait, il y a différentes manières d'être un entrepreneur et qui peuvent très bien fonctionner.
toutes à leur manière. Donc il y a des entrepreneurs qui sont extravertis, d'autres qui sont introvertis, d'autres qui sont... etc. quoi. Donc il y a beaucoup de caractéristiques différentes. Je pense que le point commun, c'est l'ambition, la passion, la détermination, la résilience et la curiosité. Ok. Bon, on va cocher ce petit tour du monde. Maintenant, qu'est-ce que tu as d'asiatique? Parce que, effectivement, les gens maintenant comprennent, tu as vraiment fait le tour du monde. Exact. Alors, en fait, en termes de temps passé, je suis plus asiatique qu'africain, parce que j'ai quand même passé pas mal d'années en Asie. J'avais fait 1 an de césure de master en Vietnam, 6 mois au Chi Minh, 6 mois à Hanoï, pour l'ambassade de France à Hanoï, Business France, donc la partie aide à l'export et aux investissements au Vietnam. Puis j'avais été business developer pour Geodis, donc une filiale de la SNCF qui fait de l'import-export et de la logistique au Chi Minh, au sud du Vietnam. J'ai étudié donc l'ESSEC, j'avais fait un double diplôme avec Séoul en Corée du Sud et j'avais fait principalement le campus de Singapour, Singapour et Séoul. Et finalement j'ai fait 4 ans de ma carrière aussi en Asie du Sud-Est, 2 ans en Malaisie en tant que directeur d'une start-up dans l'hospitalité et 2 ans en Indonésie pour Flash Coffee que j'ai mentionné auparavant. Et donc j'ai aussi en plus beaucoup voyagé en Asie, donc et je parle indonésien, voilà, de manière, je dirais, un peu broken, mais de manière fluente quand même. Et qu'est-ce que tu gardes de cette peut-être culture, enfin, c'est peut-être au contraire se réduire la culture de chaque pays, mais on va dire de manière générale, qu'est-ce que tu gardes de cette culture asiatique? Peut-être une valeur, un comportement, une manière, un art de vivre qu'aujourd'hui tu utilises. Ouais, c'est une bonne question, et en fait, c'est parfois dur de savoir exactement Ouais, bah oui. tracer les origines en fait de chacun des comportements mais clairement être dans un environnement ça va changer ta manière d'opérer, de penser, etc. Je pense que honnêtement de la même manière je pense que Asie c'est extrêmement divers quoi. Et il n'y a pas du tout la même ambiance à Séoul qu'à Jakarta, quoi. En termes de tout, enfin, en termes de développement économique, d'infrastructure, en termes de langue, en termes de mentalité, enfin, c'est très varié. C'est vrai que moi, j'ai plus aimé, enfin, chaque pays m'a beaucoup apporté, et des gens incroyables dans chacun des pays. J'ai plus aimé l'Asie du Sud-Est, que j'ai trouvé extrêmement ouvert sur le monde, extrêmement, les gens très ouverts dans le sens où ils acceptent, et ils sont très Étranger. des étrangers, mais aussi qui sont ouverts de mentalité en fait. L'Indonésie par exemple, il y a tellement de langues, il y a 6 religions officielles, il y a des centaines de langues et d'îles, etc. Donc là, il n'y a jamais une manière de faire les choses, c'est toujours 10 manières de faire les choses et tout le monde considère ça normal. Tu vas dans des pays comme la Corée du Sud, c'est un peu plus monolithique où il y a one way et either you fit in, tu fais de la manière coréenne ou c'est pas bien quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu moins pour moi, mais il y avait plein de points positifs à ce mais voilà, donc ça c'est un point par exemple. Donc je pense que ouais, par exemple, qu'est-ce que j'ai pris de l'Indonésie qui est la plus récente, moi j'ai été vachement impressionné par l'énergie et la positivité de l'Indonésie. C'est un pays très jeune, très dynamique, très énergique, il y a toujours du mouvement, il y a toujours des rires, il y a toujours des sourires, ils ont un très grand sens de l'humour, ils sont... Enfin, j'ai beaucoup apprécié l'Indonésie, et notamment, point de détail anecdotique, mais les Indonésiens m'ont donné le goût des stickers WhatsApp. Je suis un énorme fan des stickers WhatsApp rigolo. J'aime bien envoyer un message pro hyper sérieux et après envoyer un énorme sticker de chat en train de danser avec une robe. C'est vrai que c'est vrai que de jouer à l'indonésienne. C'est vrai que je les vois certains asiatiques dans ma classe à l'ESSEC à Paris. Quand je les vois chatter avec les amis, il y a énormément de gifs, de petites photos amusantes qui passent. C'est vrai que, ok, effectivement, je comprends maintenant. C'est vrai que pas trop la culture française encore. Ouais. C'est que j'aime bien, en fait, je trouve en Asie et dans pas mal de pays, il y a pas cette. J'ai l'impression qu'en France, il y a un peu une sorte de snobisme où ça fait pas très intelligent ou très sophistiqué d'envoyer trop de ces. Où ça fait trop Ouais, il y a l'idée jeunes. quand même aussi de rester très sérieux, ouais. Voilà, c'est ça. Si tu utilisais ça, c'est que t'étais pas sérieux ou pas intelligent ou pas éduqué, tu vois. Alors qu'en fait, ils ont pas du tout ce problème-là en Asie. Et j'ai étudié avec des gens des meilleures universités en Corée, en Chine, et puis des professionnels dans différents marchés qui étaient absolument excellents et très éduqués. Et en fait, ils s'en foutaient, quoi. Ça les dérangeait pas, ça les amusait.
et du coup, il n'y avait pas ce côté un peu... ouais, non, mais sérieux à l'écrit. Rigorisme, en fait, par rapport à ça. Je l'ai remarqué. On l'envoyait au président, mais Ouais. c'est dans les échanges, quotidiens, ouais, c'est utilisé plus. Non, mais je l'ai remarqué même je pense que même dans la langue française en général. J'ai préparé une interview en anglais, et tu sais, la manière dont en France, il y a le vouvoiement, le tutoiement. En anglais, il y a you, tu vois. Et si tu vas faire tu en français, ben là, tu passes pour quelqu'un qui est peut-être presque mal élevé. Tu vois. Et de la même manière, celui qui envoie un gif un peu trop, peut-être touchy, ben ça va être, ok, lui, il est un peu chelou. Exact. Non, et ça, c'est un excellent exemple. Je pense qu'en effet, les langues vont déterminer aussi la manière dont les gens interagissent. Et c'est vrai qu'un des points que j'aime bien, moi, personnellement, du monde anglo-saxon, il y en a peut-être que j'aime un peu moins, mais celui que j'aime bien, c'est le côté assez plus égalitaire, finalement, et en effet, où tout le monde se parle de manière informelle. Et en Australie, c'est vraiment comme ça, genre le concept de mateship. Voilà, tout le monde est au même niveau, tout le monde peut se parler de manière décontractée, informelle, et ça n'augure de rien enfin, c'est pas du tout considéré comme un manque de professionnalisme, au contraire, c'est considéré comme positif d'être simple. Tu peux avoir des termes de négociation business compliqués, mais in fine, la manière dont tu interagis sur les choses simples, bah, tu restes simple et c'est valorisé au final. C'est vrai qu'en France, on a un peu un côté qui est bien, par exemple, pour la littérature, mais un peu un côté, on aime bien être sur-sophistiqué parfois, et parfois ça peut tourner un peu, ou être perçu par les étrangers comme étant pédant ou arrogant, ce qui n'est pas forcément le cas en plus, mais ça c'est une question d'éducation des étrangers à la culture française. Non, c'est ça, mais d'où si tu veux la chance que toi t'as eu de voyager pas partout et de voir toutes ces différences-là pour même t'adapter. Hein. Bon, alors la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu as maintenant de l'enfant que tu étais? J'ai encore quelques cheveux présents, répondu à l'appel. Je pense que ça j'aime bien faire une approche philosophique des questions, mais en gros, je pense que c'est un élément essentiel de toujours pouvoir être en contact avec son âme d'enfant. Évidemment, on a appris et on est un peu moins ignorant qu'on l'était il y a quelques années. Donc, utilisons au maximum les connaissances, la méthodologie, la discipline, toutes les choses qu'on a appris au cours de sa vie et qu'on n'avait pas forcément développé autant quand on était enfant. Mais par contre, je pense que l'enfant a une bonne intuition des choses et en fait, l'enfant en nous, comme tu dis, il perdure. Et si on ne l'écoute pas, c'est ça qui peut aussi, je pense, causer des problèmes. Parce qu'en fait on a tous on a des besoins qui sont en partie, pas complètement, mais en partie les mêmes que ceux qu'on avait quand on était enfant, par exemple le côté besoin enfantin de la liberté, du jeu, du rire, et toutes ces choses-là, en fait ça serait triste si être adulte ça consistait à les mettre de côté et repartir uniquement sur les bases sérieuses des apprentissages qu'on a pu faire depuis. Non mais c'est très c'est drôle, c'est très, moi ça m'a pensé à mes cours de prépa, c'est très Nietzschean le fait de dire faut vraiment garder cette comment dire, mettre en valeur le côté enfant qu'on a. Je crois que je me rappelle bien, Nietzsche il explique que si tu veux le fait de grandir, ça fait que tu vis de l'expérience, tu apprends des choses, tu vis des bonnes et des mauvaises expériences. Et si tu veux, il y a aussi la création d'un certain ressentiment que l'enfant n'avait pas petit, parce que l'enfant est innocent, il a aucun jugement, il n'y a pas la notion de bien, de mal, de beau et laid est assez loin de lui encore. Et je pense que cette approche-là de non-jugement par rapport au monde qui nous entoure, je pense que elle peut servir effectivement. Et je suis sûr qu'elle t'a servi toi dans l'entrepreneuriat. C'est ça, et le plus important, c'est sa curiosité, capacité à être curieux de tout, et ce qui va un peu avec, c'est l'émerveillement, capacité à retrouver, la capacité à s'émerveiller comme l'enfant, versus le blasé infini qui ne se satisfait de rien. Donc ça, c'est important. Et tu es tout à fait d'accord avec ce que tu disais, d'ailleurs je pense à la citation de Nietzsche sur il faut avoir un peu de chaos en soi pour pouvoir accoucher d'une étoile qui danse. J'aime bien cette métaphore et en effet dans l'entrepreneuriat, dans l'art et dans la vie en général, je pense que ceux qui oublient totalement leur part d'enfant, c'est triste pour eux. Mais je trouve que c'est beaucoup plus... Il n'est jamais trop tard.
Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de s'émerveiller un peu de tout et même de choses simples. Et ça pour beaucoup de raisons, mais peut-être aussi avec les réseaux sociaux où on le voit même dans tous les algorithmes TikTok, tu restes 5 secondes, tu passes à autre chose. Cette idée de rester, on va dire, assez longtemps sur quelque chose et peut-être avoir ce moment de retour, de va-et-vient entre l'œuvre et la personne, il est peut-être plus compliqué aujourd'hui. Non, voilà, moi j'ai cette pensée-là que je trouve que s'émerveiller aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on est dans une société, on va dire, où on nous pousse à la consommation, toujours à passer à autre chose. Et comment s'émerveiller si à chaque fois, tu sais, au bout de 2-3 secondes, on passe à autre chose. En effet, il y a quand même un temps d'appréciation de se mettre dans un état. Mais ce qui est intéressant, parce que on est dans une société où en même temps, comme tu dis, il y a une accélération et la consommation du contenu à la microseconde, etc. Donc au passage, je félicite les formats plus longs qui vont un peu plus en profondeur, comme celui de ton podcast. Mais en même temps, on a quand même en réaction, on a quand même pas mal de gens qui se lèvent entre guillemets contre ça, aussi au niveau individuel, on voit quand même le regain d'intérêt pour les choses comme la méditation, le yoga, toutes ces choses-là qui en fait on s'aperçoit apportent une grande valeur à la santé physique et mentale. Bon, continuons cette petite série de Qu'est-ce que tu as de. Maintenant, qu'est-ce que tu as de ton lieu préféré dans le monde? Donc je dois déjà répondre à cette question. Exactement. Il y a 2 questions. C'est le lieu préféré, c'est une question compliquée. En fait, pour moi, et j'ai habité dans... En fait, j'ai jamais habité dans un endroit pendant plus que 3 ans. Et j'ai habité dans des et plusieurs fois beaucoup moins que 3 ans. Donc en fait, j'ai habité dans une vingtaine d'endroits et dans une douzaine de pays. J'ai visité environ 50 pays. Et en fait, je me suis aperçu que... En fait, je me sentais vraiment chez moi quasiment partout, et qu'en fait se sentir chez soi, c'est pas forcément une reconnaissance du lieu, mais c'est plus une capacité à créer du lien avec ton environnement rapidement, et comme tu dis, à t'émerveiller à des petites choses, des choses simples de ton environnement, ce qui va te permettre de l'apprécier en fait. Et donc voilà, je pense que c'est finalement mon endroit préféré dans le monde, c'est pas un endroit, c'est un état d'esprit. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Avec toi. Ouais, non, mais c'est fou, c'est très philosophique ce podcast parce que, encore une fois, ça me rappelle mes cours de philo que j'ai adoré. Un petit coucou à mon prof de philo si jamais il passe par là. Effectivement, le lieu, en fait, tu peux rester dans un endroit peut-être 4 ans, 5 ans, mais il devient lieu que quand effectivement tu fais ce premier pas, en fait, de t'intégrer à l'environnement et de créer des souvenirs, de créer un état, comme tu dis, de s'ouvrir et d'avoir un état d'esprit où en fait tu es dans l'ouverture et dans la reconnaissance et dans la connaissance en fait de ce qui t'entoure. Est-ce que toi, si tu veux, tu as une manière, une approche finalement qui te permet de bien, si tu veux, découvrir le monde qui t'entoure? Tu sors dans la rue, tu vas voir les petits commerçants, tu leur parles comme ça? Oui, alors évidemment, chaque on dirait, voyage peut avoir aussi des modalités, des contraintes différentes, par exemple si c'est un voyage business, etc. Ouais. Et puis le temps qui est imparti également. Mais je trouve que oui, il faut en fait, pour moi en tout cas, ce qui marche, c'est s'ouvrir, être à l'écoute, comme tu dis, aller au contact des gens. C'est pour ça que chaque fois que j'ai un endroit, j'aime bien connaître un peu des éléments de culture et de langage local pour créer une connexion un peu plus forte immédiatement. Et de toute façon, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, l'essentiel, c'est la curiosité. Et une fois que tu as de la curiosité, le plus dur est fait. C'est pas une question de compétence. Parce que franchement, dans le moment et le nombre de pays où je ne parle absolument pas la langue, mais je connais qui n'était rien, qui n'était un effort de quelques minutes, mais qui en fait déjà me différenciait de 99% des gens qui avaient même passé parfois pas beaucoup de temps, qui avaient jamais fait l'effort en fait. Et du coup, à partir du moment où tu montres que tu commences à faire le début d'un minime effort, les gens s'intéressent à toi aussi naturellement parce qu'ils se disent voilà, c'est quelqu'un de curieux, il est curieux sur ma culture, sur mon pays, donc moi aussi j'ai envie de partager, c'est un désir humain naturel de partager avec autrui, et c'est un plaisir de voir que les autres sont intéressés par ce qu'on a à dire, à raconter, à montrer. Et donc je pense que ça vient assez naturellement quand il y a cette curiosité, et j'imagine un peu, faut pas, manque de peut-être ne pas être trop timide, parce qu'en effet, si on est trop timide, on se
limite, et c'est vrai que c'est dommage, parce que je vois, il y a beaucoup de gens que je connais ou que j'ai pu rencontrer, qui parlaient par exemple l'anglais ou d'autres langues extrêmement bien, mais qui pensaient qu'ils ne parlaient pas suffisamment bien pour le parler, et du coup ils se coupaient des opportunités de communication incroyables, parce qu'ils avaient peur de faire une petite erreur de grammaire ici, mais il faut savoir, 99.999% des gens, ils en ont rien à faire, c'est pas des nazis de la grammaire, quoi. Ils s'en foutent que vous fassiez des fautes ou pas, que tu fais des fautes. Ils veulent... Qu'est-ce que cherchent les êtres humains? Ils cherchent une communication authentique et un effort d'aller vers les autres. Et tu fais un effort d'aller vers quelqu'un, cette personne va faire l'effort de manière réciproque. Et ça, c'est quelque chose qui existe à travers toutes les cultures. Ouais. Bon, pour continuer cette série, il y a quelque chose qui est très singulier à toi, c'est qu'est-ce que tu as de militaire? Parce que tu as fait pendant 6 mois, je crois, Saint-Cyr, non? C'est ça. Donc c'était un programme avec Sciences Po, si tu veux, un peu comme un échange, si tu veux. Mhm. Les étudiants de Saint-Cyr qui est à Sciences Po et nous de Sciences Po à Saint-Cyr. Et ça nous permettait de faire en 6 mois une formation accélérée avec les étudiants dans la même classe que les étudiants purs saint-cyriens. Pour être, on commençait en étant soldat de base et sur 6 mois, on passait toutes les étapes à la fois physiques, militaires, en termes d'éducation, etc. Pour devenir lieutenant. D'accord. Donc à la fin du programme de 6 mois, on a été déclaré lieutenant de réserve du coup de l'armée de terre, puisqu'on n'est pas à temps plein en tant que soldat. C'était une super expérience extrêmement intéressante. J'avais eu beaucoup de gens qui m'avaient dit avant que j'y aille, c'est pas ton profil, t'es beaucoup trop excentrique pour aller dans l'armée, tu vas pas tenir 5 jours, etc. Ce qui, je dois avouer, était aussi une des raisons pour moi qui a renforcé mon envie de le faire. Et c'est parfois, faut pas que ça aille trop loin, mais genre le plaisir de montrer aux gens qui n'ont pas cru en tes capacités qu'ils s'étaient trompés, c'est toujours un peu plaisant. Mais au-delà de ça, évidemment, voilà, c'était une expérience psychologique, physique, anthropologique, je dirais, intéressante, parce qu'en fait, on n'est jamais au contact... Enfin, c'est une institution qui est très spécifique, qui est vraiment différente du reste des institutions du monde civil. Et il y a des choses qu'on peut plus ou moins aimer, il y a des avantages et des inconvénients, comme dans toute institution. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées assez fortes et belles, notamment l'esprit de camaraderie, de fraternité qu'on peut retrouver dans l'armée, comme on peut le retrouver dans des équipes de sport que j'avais pu connaître dans les équipes de basket par exemple. Le côté du challenge, qui me correspondait bien en termes de défis physiques, psychologiques, de pousser un peu les limites de ses capacités mentales et physiques, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Et beaucoup d'apprentissage sur des sujets auxquels je ne connaissais rien. Donc ma curiosité également a été assouvie. Après, bien sûr, je ne considérais pas, et ça n'a pas changé mon avis, que je voulais pas faire une carrière militaire, ce qui aurait probablement été un peu frustrant considérant ma relation à l'autorité, à la hiérarchie et aux règles. Ça aurait été peut-être pas une carrière très qui m'aurait correspondu. Mais c'est parce qu'il y a l'autorité, il y a les règles que tu as voulu finalement monter tes boîtes et être entrepreneur? Je pense que voilà, les décisions de carrière, je pense elles sont aussi reliées en effet à des caractéristiques de personnalité. Ouais. Et c'est vrai que pour différentes raisons, mais en effet, moi j'ai toujours été un peu eu du mal à suivre des ordres. Pas forcément. J'ai été capable et j'ai à de nombreuses reprises beaucoup de respect pour des leaders. Je suis totalement et j'aime aussi suivre des leaders qui m'inspirent. Donc j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est plus mais c'est finalement une question de match. Donc parfois ça match, parfois ça match pas. Donc c'est vrai que si ça match pas, en fait j'ai du mal à suivre un processus, je dirais hiérarchique de nature formelle. Si je n'ai pas suffisamment de respect ou d'accord avec ce qui m'est donné de faire, je vais mal à le faire. Donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et dans l'entrepreneuriat, ça permet, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais en effet, le fait de pouvoir un peu mener sa façon propre, être capitaine dans son navire, à pouvoir mener sa barque, prendre des décisions, avoir ce leeway. Dans tous les cas, oui, je pense que j'aurais eu du mal à être micromanagé. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, à la fois dans l'armée et dans l'entrepreneuriat. C'est que, en fait, j'aime bien être, managé par les objectifs. C'est-à-dire, ok, tu dois atteindre cet objectif, tu dois faire ça. Tu te débrouilles. La manière dont tu y arrives, c'est ton problème. Take care of it. Et ça, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé dans mes rôles en tant que directeur de pays dans les startups.
on a s'aligné avec les fondeurs sur les objectifs, et après ils me laissaient gérer le pays de la manière que je voulais, du moment que j'atteignais les objectifs. Et ça va préparer dans l'armée. Et dans l'armée, t'as ton capitaine qui dit ok, faut que tu ailles prendre d'assaut cette zone, que tu contrôles cette zone pour demain midi. Et après, voilà. C'est la manière, ce qu'il a fait, ouais. Ton équipe et t'y vas, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est très motivant de pouvoir se dire, ok, on a un certain niveau d'agency, quoi, un niveau de contrôle sur cette destinée, et on peut prendre des décisions avec un certain degré de liberté. Ça, c'est important psychologiquement, en tout cas pour moi, pour me sentir bien dans ce que je fais. Ouais, je pense que c'est important de comprendre aussi quand je fais ce genre de podcast, donc pour les motivations en fait qui poussent ces entrepreneurs. Je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est Saint-Cyr, tu l'as aussi fait parce que ça t'a renforcé dans le fait de le faire, parce que les gens t'ont dit bah non, t'es pas capable de le faire, tu peux pas le faire, c'est pas toi. Et tu partages une similitude avec le premier interviewé de la nouvelle série Forbes and Totally, qui s'appelle John Banner. Pareil, il m'avait sorti une phrase comme ça où il m'avait dit que ça l'avait énervé que quelqu'un lui dise qu'il pouvait pas faire ça, et il l'a fait. Et 2-3 fois il me l'a sorti. Peut-être que là pour l'instant c'est la similitude que je trouve entre vous deux, enfin on va dire apparente. Qu'est-ce que tu penses? Je suis tout à fait d'accord, et je pense que tu continues à la retrouver pas mal, parce que en fait pour faire de l'entrepreneuriat, tu dois être en anglais contrarian, mais un sens de la contradiction en fait. En fait, qu'est-ce que c'est quand même lancer une boîte? C'est dire à tout le monde coucou, vous êtes trompé, vous auriez dû faire ça, vous l'avez même pas vu, et moi je vous dis que ça peut marcher, mais le reste du monde est convaincu que ça ne marchera jamais, parce que c'est ça, in fine, pourquoi quelque chose n'a pas été fait jusqu'à maintenant, c'est parce que le reste du monde n'avait rien à faire et pensait que ça ne valait pas le coup de faire l'effort. Donc en fait, il faut avoir un peu, évidemment, je pense qu'il faut énormément d'humilité pour constamment apprendre de tout le monde. En fait, quand t'es entrepreneur, faut savoir, t'es mauvais en tout. T'es pas très mauvais en tout, mais t'es mauvais en tout. Mais ça veut dire que quand même, t'es capable de faire de tout mal, et tu comprends à peu près tout mal. Ce qui est mieux que d'être très mauvais en tout. Mais c'est ça peut-être la différence entre un entrepreneur à succès et un peu moins à succès, ou quelqu'un qui ne pense pas. Mais voilà, t'es pas un expert, et donc tu prends c'est ce goût il faut avoir en effet un certain goût du risque, une certaine volonté un peu, ou un goût pour le sens de la contradiction. Et de voir un peu, et aussi pour innover, de voir un peu les choses pas forcément du même angle que l'angle classique mainstream entre guillemets. Sinon probablement en fait, si tu n'as pas d'ailleurs cette caractéristique peut être un défaut comme une qualité, et là parfois la ligne enfin c'est pas évident, et peut-être que souvent ça vient après coup en fait, de savoir finalement il avait raison d'être contrariant là-dessus, il a réussi, et puis s'il a pas réussi, en fait il a totalement tort, mais peut-être qu'il aura raison la prochaine fois. Mais en tout cas je pense qu'en effet il y a un élément de personnalité important, et c'est extrêmement dur d'entreprendre. Il y a une belle citation de Marc Andreessen, qui est le mythique fondateur d'un des plus grands fonds de capital investissement de la Silicon Valley, A16Z, A16Z, et donc il disait en gros, la citation à peu près, c'est être entrepreneur, il faut au bout d'un moment, il faut apprendre à aimer le goût de son propre sang, parce que tu te fais taper, tu te prends tellement de coups dans la figure que voilà, il faut apprendre à aimer ça, quoi. Ou alors tu as une caractéristique où tu aimes ça d'une certaine manière. Donc tu vois, il y a cette dimension un peu goût pour le challenge, pour la difficulté, et un peu le côté adrénaline, et puis le côté aussi quand on arrive à transformer une difficulté en une réussite, c'est vrai que c'est assez excitant et fun. Pour finir cette partie, je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu as de ton meilleur souvenir? Encore une fois, je suis pas très fort dans tout ce qui est meilleur de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un bon souvenir alors? C'est pas manière. Mais je pense, en fait, je pense que de manière. Là, encore une fois, je vais peut-être faire une réponse un peu générale, parce qu'honnêtement, non, mais c'est comme ça qu'après on va réussir à. Mais en fait, en gros, quelle est ma perception sur la meilleure manière personnelle de répondre à cette question? C'est de dire que les bons souvenirs sont vraiment importants, et en fait c'est eux aussi qui t'aident dans les moments de difficulté et auxquels tu t'accroches.
quand tu as eu des moments de difficulté, en fait, tu te dis, voilà, il y a tous ces bons moments qui me sont arrivés dans le passé. Je sais que je peux y retourner. Peut-être que certains, c'est des souvenirs en fait où il n'y a pas de retour possible, puisque voilà, les choses ont évolué depuis et il n'y a pas de retour possible à ce bon souvenir, ou en tout cas pas d'une manière similaire ou avec la même personne, etc. Mais il y a quand même soit voilà, des chemins alternatifs qui peuvent un peu ressembler à ce souvenir. Et surtout, parfois, il y a la possibilité de revenir à ce souvenir. Par exemple, voilà, les bons temps en famille ou avec des amis, des choses comme ça. Tu sais que quand t'es dans la merde, entre guillemets, tu sais que voilà, il y a des gens qui peuvent être là pour toi et tu sais que tu peux tout moment, tu sais, c'est tout moment finalement difficile, it will not last either. Tu vois, donc il y a l'impermanence et peut être source d'anxiété parce que au bout d'un moment chacun d'entre nous ne sera plus. Ouais. Il y a un côté positif à l'impermanence, c'est que les moments difficiles aussi sont impermanents, donc ça peut être une source de motivation à l'inverse, de relaxation. Maintenant on va passer à la dernière partie du podcast qui est, si tu veux, une sorte de retour assez rapide sur ton parcours. On a pas mal parlé de ton parcours universitaire, on évoquait Sciences Po, Chicago, Saint-Cyr, avec les années de césure, Vietnam, etc. Peut-être revenir rapidement sur voilà ça vient d'où cette volonté-là de découvrir le monde, de pas être casanier. Ouais. C'est mon hypothèse, puisque finalement même moi je suis pas forcément la bonne personne pour évaluer quelles sont les causes de mes propres goûts et comportements, mais je pense que le premier c'est qu'en effet en étant enfant régulièrement je changeais d'endroit et je trouvais ça, il y avait un côté triste de quitter des amis, un lieu connu et tout, mais il y avait aussi un côté excitant d'arriver dans un nouvel endroit, d'apprendre. Moi j'adore le côté revigorant d'arriver dans un nouvel endroit, de savoir que tu ne connais pas, de savoir que tu vas apprendre beaucoup, qu'il y a plein de choses à découvrir, de gens à découvrir, de culture à découvrir, etc. Donc ça, il y a un côté très excitant. Je pense que voilà, il y avait un côté mouvement, il y avait un côté familial aussi très varié. Donc j'ai aussi des origines assez variées de France, d'Europe de l'Est. Attends, nigérien à 1,7% quand même. Donc voilà, il y a du scandinave, il y a du russe, il y a du polonais, il y a du français, et puis du nigérian évidemment, nord-africain as well, aussi quelques pourcents, et puis mon frère et ma soeur donc adoptés. Donc ça crée quand même, et puis culturellement, voilà, il y avait des gens dans ma famille qui parlaient différentes langues. Ma grand-mère par exemple, elle parlait polonais, russe, italien, allemand, français, anglais. Ah, il y a Donc à chaque polyglotte. fois, par exemple, le fait d'être là et de la voir répondre au téléphone et essayer de deviner quelle langue elle allait parler, etc. Enfin, il y a ce côté familial aussi qui a été important. Et après, je pense que c'est la lecture qui a aussi mobilisé ma curiosité, mon goût de découverte. Je lisais beaucoup étant petit, j'ai toujours lu beaucoup. C'est vrai que dans les livres, il y a énormément d'histoires, d'aventures, etc. Et c'est une source d'inspiration aussi. Et donc je pense qui a joué un rôle important. Et après je pense que c'est aussi la personnalité. Et la personnalité elle-même se constitue au contact de l'environnement comme ça. Et donc tu vas avoir plusieurs expériences professionnelles. Donc, on a parlé du Private Equity à Abidjan. Mais après tu vas aussi rentrer chez Roland Berger au Maroc. Et puis tu vas faire ce shift-là en fait entre grosse compagnie type Roland Berger à une start-up en fait, managing director d'une start-up en Malaisie. Alors je sais pas si si c'était directement ça, mais qu'est-ce qui a motivé ce passage-là, on va dire, de grosses compagnies où il y a la sécurité, il y a le nom, il y a tout ça, à quelque chose qui est très loin de tout et aussi très petit par rapport à où tu étais. Ah oui, c'est une entreprise de plus petite taille, oui. Ouais. Non, très bonne question. En fait, il y avait, c'est vrai que comme je suis allé à pas mal d'endroits, j'ai eu pas mal d'expériences, on peut croire que ça part un peu de tous les sens, mais en fait, pas tant que ça. En fait, j'ai découvert le monde des startups avec Rocket Internet. Il y avait un forum Sciences Po des entreprises, et je me suis retrouvé, j'ai parlé avec des gens de Rocket Internet, qui est l'incubateur de startups légendaire allemand, qui a créé des boîtes en Amérique latine, en Asie, en Afrique, super successful, qui ont été un peu les pionniers de l'entrepreneuriat en dehors des États-Unis et d'Europe, quoi. Ok. C'est vraiment assez légendaire. Et je les ai rencontrés par hasard là, et j'ai vu qu'ils étaient, notamment ils recrutaient pour des missions en Afrique,
Et puis j'ai passé les entretiens et j'ai fait un stage donc à Rocket Internet à Alger pour Jumia Food, donc la partie livraison. Et j'ai adoré l'ambiance, il y avait plein de jeunes d'un peu partout, on était tous dans une villa au même endroit à Alger, il y avait toutes les boîtes, il y avait une énergie, un dynamisme, ça avançait, ça croissait super vite, il y avait encore les bureaux aussi dans une maison, enfin c'était vraiment les débuts très entrepreneuriaux et super excitants. Et je me suis dit ok, ça me correspond bien. Euh, Quel est le profil des gens qui gèrent ces boîtes? Parce que bon, je connais notamment, j'étais en fait bras droit en tant que stagiaire, mais bras droit du donc du managing director de Jumia Food en Algérie. Ok. Et du coup, bah, je me suis dit, logiquement, voilà, voilà, j'ai trouvé que ce qu'il faisait, comme je l'accompagnais un peu partout dans tout ce qu'il faisait, je trouvais que c'était super intéressant. Il touchait à tout, opération, marketing, des business development, recrutement, finance, enfin, vraiment, je trouvais ça génial. Et du coup, je me suis dit, ok, la plupart de ces gens-là, en position de management, ils ont une expérience dans le capital investissement et ou dans le conseil en stratégie. Ok. Et donc, quand j'ai fait mon diplôme, double diplôme entre l'ESSEC et SNU, bah, j'ai fait mon premier stage en private equity à Abidjan. Et j'ai mon premier job, j'ai fait un conseil en stratégie à Casa. Ok. Mais ces deux expériences-là, je les faisais dans un objectif de comprendre un peu, d'avoir la méthodologie, d'apprendre très vite la méthodologie qu'on peut utiliser pour gérer des business. Et en fait, avoir un profil qui plaise aux gens qui recrutent pour ce genre de job. D'accord. Et du coup, c'était pas prévu précisément pour cette opportunité en Malaisie, mais voilà, je commençais à postuler à des entreprises dans des positions de management dans des startups. Et j'ai eu Hmm. cette opportunité en Malaisie et Rocket Internet en plus, pour laquelle j'avais déjà travaillé pour une autre compagnie en Algérie. Et du coup, je savais que ça allait être fun. Je savais pas grand Ouais. chose d'autre, mais je savais que ça allait être fun et enrichissant. En effet, avec un niveau de risque beaucoup plus important. Et d'ailleurs, c'est dans l'hospitalité. Donc on a cru très très vite, on s'est développé très vite, c'était génial. Et puis Covid est arrivé. Ah bah en fait, vous faites des systèmes de gestion notamment pour les hôtels. Ah bah désolé, mais en fait tous les hôtels du pays à partir de demain vont être fermés, vont arrêter d'opérer. Oh, merde. Et donc vont plus utiliser aucun logiciel pendant jusqu'à Nouvel ordre, date ouais. déterminée. Donc en gros, ouais, ça a été plus compliqué sur la fin. Ouais. Mais du coup, effectivement, donc là, c'est plus compliqué sur la fin. Il se passe quoi? Tu quittes, vous fermez, il y a quoi? Il y a un plan social? Ouais, enfin, c'est ça, on a, comme pas mal de boîtes dans le secteur de l'hospitalité, on a dû fermer pas mal de business units, de pays, et en fait, Hmm. je suis parti, et du coup, je suis quand même, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je suis allé 3 mois au Brésil pour apprendre le portugais, voyager, écrire, et après, j'ai commencé à rechercher des jobs, quand j'ai vu notamment qu'il y avait plein de startups qui levaient de l'argent, que c'était vraiment le vent en poupe en mi-2021, enfin, C'est vrai, 2020, 2021, ouais. 2021, ouais. Et du coup, j'ai fait les entretiens avec les fondeurs de Flash Coffee depuis Brasilia. Et ils m'ont dit, bah viens en Indonésie. Et j'ai fait, yallah, let's go. Mais alors attends, voilà, maintenant j'ai envie que tu reviennes sur ça parce que c'est aussi pour ça que t'as été donc nommé Forbes Italy, pas que ça, mais c'est ce qui à ce moment-là t'étais là-bas. Tu rejoins l'enseigne Flash Coffee. Alors déjà, comment est-ce que t'as eu cette intuition-là de te dire cette startup-là, je flaire le bon coup, enfin la bonne boîte. En fait, il y avait deux éléments. Je pense que bon, déjà, c'était aussi une boîte de roquettes. Les fondateurs étaient super solides, enfin, sont super solides. Et il y avait un très bon feeling avec les deux. Enfin, feeling, quand je dis feeling, c'est au-delà de feeling, puisqu'en fait, c'est certes un match en termes de personnalité, pardon, de Hmm. personnalité, de travail ensemble, mais aussi que je l'ai jugé être très, très solide en termes de compétences et de connaissances as well, quoi. Donc pour Hmm. moi, il y avait un bon match. Moi, j'adorais en fait la marque en fait, de Ah, tu la Flash. connaissais. Non, non, mais la marque en tant que la vision de la marque et la Hmm. marque, ce qu'elle représentait, tu vois. Flash Coffee, les motos qu'on avait, enfin qu'on a, c'est Dare to be different, push your boundaries, tu vois, donc genre, c'est de la rapidité, de l'énergie, du positif. Enfin, genre, it's like, it's me basically, or what I try to be at least. Donc en gros, il y avait un super match en termes de ce que l'entreprise représentait et un peu mes valeurs et ma personnalité. Donc D'accord. ça, c'est aussi un élément important.
Et voilà, ils avaient levé une série A. C'est vrai qu'en Indonésie, c'était le marché qui fonctionnait le moins bien. Et c'était chaud, quoi. Ils disaient justement, en gros, tu dois turn around, nous, on va partir à Singapour, parce que Singapour et la Thaïlande, ça marche super bien. L'Indonésie, c'est la merde. Est-ce que tu dois t'en occuper? Démerde-toi pour que ça marche. Et Et alors, comment t'as fait? ça perdait énormément d'argent, il n'y avait pas de sales et tout. Et on a tourné ça donc sur 3 marchés. Après, on est allé jusqu'à 6 marchés. Mais l'Indonésie, bah là maintenant, enfin, en tout cas, au moment où je suis parti, l'Indonésie, c'était la moitié du business de Flash parmi tous les 6 marchés qui avaient été lancés. Et le plus profitable et ouais, le plus gros marché de loin, du coup. Et donc, ouais, on l'a turn around. Et c'est pas genre, je veux pas te dire, oh, il y a one thing Ouais. qui a marché. Je pense que c'est un mix, mais on a vraiment tout. Enfin, on a tout repris département par département, marketing, stratégie immobilier, stratégie marketing, et après aussi la partie implémentation. J'ai pas mal recruté de gens vraiment, vraiment très stylés. Hmm. Et on a beaucoup bossé, quoi, et on a réussi à remettre la marque sur ses pieds. Mais clairement, dans une boîte B2C consommation, l'élément clé, c'est qu'on a réussi à rendre la marque cool et à Hmm. faire des produits que les gens aimaient. Hmm. Donc, c'est-à-dire à la fois des cafés et une app que les gens aimaient des, euh, voilà, ça a créé une demande. La demande Ouais, une communauté, ouais. par 5 par magasin, on a fait 35x de revenus en 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc vraiment ok, une belle histoire. Est-ce que donc après on va passer à ta dernière expérience, mais est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes qui aimeraient démarrer en Asie, même peut-être en Indonésie précisément, mais en Asie plus globalement? Eh Ou en ben, fait pas du tout, c'est oui, juste. Ouais, j'ai un conseil, c'est allez-y. ouais, ok, ouais, Prenez ouais. votre billet d'avion, allez-y et passez du temps là-bas, essayez de comprendre quels sont les pain points, quelles sont les difficultés, quelles sont les opportunités, business, rencontrer des gens, parler aux gens, commencer à travailler, commencer à trouver un travail là-bas déjà pour commencer, comme ça vous aurez un revenu, vous pourrez regarder ce qui se fait et vous pourrez commencer à développer quelque chose on the side. Genre si vous avez vraiment envie de quelque chose, c'est pas compliqué, il faut Faut se y aller. lancer. Il faut se lancer et chaque jour que tu passes à être sur place, à réfléchir à la question, bah, tu seras déjà plus avancé que le jour précédent. Mm. Donc ça, il n'y a pas photo. Il y a des gens qui disent ouais, je veux aller quelque part, je veux faire quelque chose quelque part, mais quand on leur demande bah, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont les étapes pour atteindre vos objectifs et en quoi vous avez avancé, bah, parfois c'est un peu... ouais, c'est pas forcément très, très convaincant. Mm. Donc ouais, je pense que le plus important, c'est d'y aller. Et ça montre aussi si c'est la vraie motivation ou si c'est un peu un Du rêve un peu... bullshit, ouais. voilà, ouais, un peu bullshit. Et donc tu vas arrêter cette expérience-là. Déjà, pourquoi est-ce que tu arrêtes finalement cette belle histoire Ouais. enfin, j'ai l'impression que c'était intéressant. C'était super intéressant et j'adorais l'équipe. J'ai toujours des très bonnes relations avec l'équipe. D'ailleurs, après ce podcast, j'appelle un ex-collègue de Flash. Euh, En réalité, je pense qu'il faut resituer cette expérience dans un temps, un horizon de temps plus long, qui est ma passion pour l'entrepreneuriat, qui m'a mené à bosser à Rocket en Algérie, qui m'a mené à être directeur pendant 2 fois 2 ans de 2 belles startups en Malaisie et en Indonésie. Et donc, quelle est la prochaine étape dans ma carrière et mon développement, ma passion pour l'entrepreneuriat? C'est de lancer ma propre boîte en tant que Mm. founder. Et donc, en fait, c'était pas une raison de push. Genre, je ne voulais pas sortir de Flash Coffee. C'était pas ma motivation. Ma motivation, c'était de créer quelque chose de nouveau. Et malheureusement, la conséquence de ça, c'est que je vais partir de Flash Coffee pour D'accord. lancer Upworth, donc avec un ami d'université de Sciences Po qui est franco-australien. Et c'est pour ça que du coup, je suis venu le rejoindre à Sydney, qu'on a lancé Upworth en Australie. Mais avant de parler de Upworth, je voulais te poser une dernière question pour rebondir à ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu penses alors des jeunes entrepreneurs qui se lancent en fait, si tu veux, sans trop d'expérience dans le monde professionnel? C'est très bien, continuez. Y a pas de, il faut pas attendre, ça sert à rien d'attendre. Chacun a son propre chemin. Finalement, moi j'étais moins à risque. Enfin,
j'ai pris moins de risques que d'autres personnes en ayant différentes expériences de management, en fait, où j'étais déjà un entrepreneur, mais à l'intérieur d'une startup. Ouais. J'avais le même travail, la seule différence c'est que j'étais pas propriétaire de la startup et que in fine, à un certain niveau de décision, c'était les fondeurs qui donnaient la direction. Donc, mais honnêtement, je pense que c'est plus une question de passion. Si quelqu'un qui est passionné par l'entrepreneuriat, qui veut vraiment se lancer, potentiellement tu vas apprendre plus vite en te lançant directement. Ouais. Peut-être être plus dur, tu vas peut-être en prendre encore plus par la gueule. Oui, il faut mettre son sang. Le fait qu'on ait eu de l'expérience en startup, à la fois moi et mon cofondateur, ça nous a permis de lever 1 million d'AUD, donc 650 000 dollars, pour notre pré-seed avec un deck et notre tête. Donc, Ok. parfois, pour certaines personnes, ça peut être un peu plus dur de lever de l'argent avec des investisseurs qui disent t'as aucune expérience, etc. Mais encore une fois, il y a plein de gens qui arrivent à le faire. Nous, clairement, ça nous a facilité les choses. Mais je pense qu'il n'y a pas de bon moment de manière générale. C'est une question de passion et qu'est-ce que les gens ont envie de faire de leur vie et quand. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Il faut se lancer au plus tôt parce que c'est la meilleure. Tu travailles jamais autant que quand tu travailles pour toi pour lancer ta boîte. Ah, c'est sûr, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vas apprendre au plus vite si tu te lances au plus vite. Et ça va être dur, mais voilà, tu vas avoir une courbe d'apprentissage énorme. Par contre, la petite note ici, c'est qu'il faut que ça dépende de tes objectifs. Si tes objectifs, c'est d'entreprendre, de créer des entreprises, d'apprendre énormément, d'avoir une vie passionnante, etc., c'est une bonne raison. Par contre, si c'est pour l'argent, honnêtement, tu vas te faire plus d'argent. J'ai rien contre la finance, ni contre les participants au podcast La Voix de la Finance. Mais voilà, si le but c'est uniquement monétaire, je pense qu'il faut beaucoup mieux faire du trading à Londres ou aller dans des banques d'investissement, bosser chez Goldman Sachs, voilà, à New York ou à Londres. Ça va être plus lucratif à court terme en tout cas. Le risk-adjusted reward ça va être plus lucratif. Donc je pense que s'il y a uniquement un facteur de gagner de l'argent, entre guillemets, c'est pas forcément, c'est une mauvaise décision pour moi. Parce qu'en fait, premièrement, même si tu vas gagner de l'argent à un moment donné, il y aura tellement de temps avant où tu vas en gagner finalement moins et où tu vas être en difficulté sans avoir la certitude même de gagner quoi que ce soit. En fait, si ta motivation c'est l'argent, typiquement c'est les gens qui abandonnent super vite. D'accord. Parce qu'en fait, ça prend du temps de lancer des business, de réussir à développer un business. Donc je pense qu'il faut que ce soit, si c'est une motivation, il faut qu'elle soit mineure et secondaire. Sinon, voilà, écoutez les podcasts La Voix de la Finance et aller chez Goldman Sachs. Bon, maintenant on va parler de ton projet du coup. Parlons un peu de Upworth. Exact, et ben avec plaisir. Donc Upworth, on a été lancé, on a bossé dessus depuis à peu près le début de l'année 2023. Moi j'ai rejoint mi-2023 Alex en Australie, mon cofondeur, et on a lancé notre produit en novembre. Et là on est en pleine phase de croissance commerciale revenue. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? On est une solution pour aider les gens à mieux gérer leur argent. Donc la première phase, c'est qu'on les aide à connecter toutes leurs sources d'actifs et de passifs sur un seul endroit, un seul dashboard. Les investissements, les banques, les comptes en banque, les investissements, les propriétés, les cryptos, tout type d'assets et d'actifs et de passifs, donc y compris des prêts, etc. Ils vont tous être consolidés à un seul endroit. Notamment en Australie, on utilise l'open banking, le régime open banking australien. On consolide tout, on va pouvoir générer, comme ça les gens vont vraiment comprendre quelle est leur situation financière à 360 degrés. Et évidemment, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est essayer de les aider à mieux le gérer, donc de générer des recommandations, d'actions pour améliorer la situation patrimoniale de la personne. Et également, et une partie de ça, c'est de mettre ces personnes en contact, de les matcher avec des produits financiers qui correspondent à leurs besoins. D'accord. Donc, l'idée générale, c'est d'en avoir pas mal, mais on commence avec un élément qui est le plus impactant sur une personal balance sheet, en réalité, qui est la partie home loans, donc la partie crédit hypothécaire, donc crédit pour immobilier. Notamment en Australie, où en fait il y a énormément d'investissements immobiliers, et où le principal actif et le principal passif des ménages, l'actif c'est une maison ou plusieurs maisons, et le passif c'est les prêts pour l'acquisition de ces maisons. Et donc, d'accord. En gros, c'est le plus impactful, c'est pour ça qu'on a commencé par ça, mais l'idée c'est après d'ajouter d'autres types de prêts et des assurances, etc. Mais en gros de donner un peu toute clé en main, la compréhension et aussi les leviers pour mieux gérer son argent. Et comment l'idée a germé?
Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, donc on est tous les deux très intéressés par les questions de personnel et de la finance avec mon cofondateur. Le deuxième, c'est que mon cofondateur en Australie a bossé pas mal en Australie pour McKinsey. Il a bossé beaucoup de boîtes dans le secteur des services financiers. Et notamment, il a identifié des inefficacités dans le marché et des opportunités dans le marché. Et on a également en fait des recherches un peu sur les différentes fintechs dans ce domaine en France, aux États-Unis, dans d'autres Mhm. marchés. Et donc, quelle a été notre conclusion? C'est qu'en fait, ça apporte énormément de valeur, ça on a été convaincu. On a vu aussi qu'il y a des boîtes qui apportaient cette valeur et qui avaient énormément de clients et d'usagers dans d'autres géographies. Et on a D'accord. vu qu'à l'inverse, en Australie, c'était quelque chose qui n'était pas présent. Et du coup, il y a un gap dans le marché. Ouais. Et donc, on est venu pour proposer une réponse euh, à ce problème de manque de clarté, hein, de capacité pour les gens de gérer leur argent de manière transparente, simple et efficace. Mhm. Et donc, on s'est inspiré de différents business en dehors d'Australie et on a essayé de récupérer un peu à la carte les choses que l'on jugeait être vraiment impactful et pour pour lancer en Australie et répondre à ce problème marché et être les premiers à venir sur ce segment. Donc, donc tu nous parles, tu parles d'une distinction géographique. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une distinction, on va dire, technologique et peut-être du produit même par rapport à d'autres pays? Oui, oui, tout à fait. En fait, construire une boîte, ça te demande de prendre un certain nombre de décisions spécifiques à ton environnement, à ta stratégie, à tes caractéristiques. Donc en fait, c'est vraiment un patchwork. On essaie de s'inspirer d'un pas mal de choses, mais c'est pas une copie conforme de quoi que ce soit. Il y a Hmm. énormément de décisions qui sont les nôtres propres. Et d'ailleurs, on apprend quand on apprend d'autres boîtes, on apprend de leur succès, mais aussi de leurs faiblesses. Donc on a Ouais. vu aussi des boîtes qui fonctionnent relativement bien, mais où on s'est dit, ok, ça c'est un de leurs points faibles, et on veut pas avoir ce même point faible là, et du coup on va faire les choses différemment. Donc c'est pas un copier-coller bête et méchant, c'est vraiment essayer d'aller en profondeur dans la compréhension stratégique Hmm. de quelles pourraient être les meilleures décisions sur les différents leviers, et après surtout vraiment tester le marché, parce que une boîte, elle est lancée à un moment différent, dans un pays différent. Comme tu dis, la technologie évolue aussi. Ouais. Donc en fait, ce qui a marché par le passé ne peut aussi ne pas du tout marcher euh, plus tard dans un autre endroit. Donc il faut vraiment être très ouvert et faire beaucoup de A/B testing, donc faire beaucoup d'expérimentation pour voir dans la pratique qu'est-ce qui prend et qu'est-ce qui prend pas et adapter en fonction. Ok. Et dans 5 ans, avec cette entreprise, vous voyez où? Bah, dans 5 ans, je pense enfin, l'objectif c'est d'être une solution vraiment dans chacun des foyers, une solution centrale à la vie des Australiens, pour Mhm. commencer avec vraiment en étant apportant de la valeur à chacun des foyers pour mieux gérer leur argent, avoir une vision de leur patrimoine et aider des millions de gens en Australie et au-delà, hein, je pense d'ici 5 ans à mieux gérer leur argent et à atteindre plus rapidement l'indépendance financière, qui est quand même un objectif, un bel objectif pour beaucoup d'entre nous. Hmm. Bon, on arrive à la fin du podcast. Nous, on a l'habitude de laisser le dernier mot à l'invité. Donc, est-ce que tu aurais un dernier conseil? Est-ce que tu aurais peut-être une dernière anecdote ou un dernier thème que tu vas aborder pour terminer ce podcast? Ok, alors je m'excuse, mais j'ai eu un peu de mal à entendre la question, je ne sais pas trop pourquoi, enfin ça doit être lié au Alors, système je te Bluetooth. la repose si tu veux. Mais ok, mais j'ai compris, bon c'est assez ouvert de toute façon, enfin non, je Oui, voulais oui, juste dire voilà. que le son Le était mot de la pas fin. idéal, mais en gros, oui, voilà, un peu anecdote, takeaways, etc. Euh, donc par rapport à ton podcast autour des Forbes 30, donc je pense que pas mal de gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Donc je pense alors la première chose, c'est qu'il y a une règle qui est commune à l'entrepreneuriat et à l'investissement. The best time to be an entrepreneur, ou bon, faut que je le fasse en français, mais le meilleur moment pour investir et le meilleur moment pour être un entrepreneur, c'est toujours hier. Donc c'est toujours le plus important, c'est de se lancer, de commencer, ne pas attendre, commencer à investir, commencer à gérer son argent et commencer à lancer une boîte si c'est ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Le deuxièmement, c'est l'idée. Tout le monde s'en fout, l'idée, des gens qui se masturbent sur une idée, euh, c'est très bien, mais enfin, toute la difficulté, c'est dans la réalisation et l'exécution
et le développement d'un business qui réussit à partir de cette idée. Donc ne soyez pas parano, je dois partager à personne mon idée. Au contraire, partagez votre idée avec plein de gens, ayez des retours, faites des tests, faites des surveys, essayez de comprendre en quoi cette idée peut être intéressante. Et ne vous laissez pas décourager, mais apprenez des gens autour de vous. Ils vont tous vous aider gratuitement dans votre business. Donc n'hésitez pas. Et donc n'ayez pas peur de partager votre idée, soyez les ambassadeurs de votre idée et essayez de développer cette idée en quelque chose qui est plus qu'une idée. L'idée, mauvaise nouvelle, mais c'est la partie la plus facile. Ok. Merci beaucoup. Difficile commence le jour suivant. Bon merci beaucoup Maxime de m'avoir offert ce temps. C'était super intéressant et super enrichissant. Avec plaisir, et c'était aussi intéressant de mon côté, et j'ai trouvé que c'était de m'en apprendre aussi finalement à travers tes questions un peu sur toi, sur ton podcast, et je continuerai à écouter avec attention tes prochains podcasts. Ok, merci beaucoup, ciao. Allez, à bientôt. Salut.